Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau, ce magnifique studio du Grand 7, toujours au sein de ce décor plus vrai que nature, pour la deuxième journée de ces Aerospace Digital Days. Alors, comme hier, quelques petites remarques. N'oubliez pas de générer vos rendez-vous B2B. Vous pouvez également solliciter vos rendez-vous en mode instantané. Vous faites comme vous voulez. Vous allez passer un bon moment avec nous aujourd'hui. En tout cas, on le souhaite, avec des conférences. Et la première, c'est tout de suite si vous êtes prêts. Allez, c'est parti avec cette nouvelle table ronde. Et si la transition écologique était une solution, voire une condition pour sortir de la crise, consommer moins d'énergie et de matière, réduire les coûts, être plus productif en optimisant son outil de production d'un point de vue environnemental, tels sont les enjeux de la transition écologique. Et bien aujourd'hui, avec nos intervenants, nous comptons bien vous démontrer par l'exemple qu'il existe une synergie entre compétitivité industrielle et enjeux environnementaux. Vous en doutez, eh bien vous êtes au bon endroit pour vous laisser convaincre avec mes invités. Tout d'abord, Laurence Monnoyer-Smith, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice du développement durable du CNES. Gaëlle Jouanne à vos côtés, bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes responsable coordination centrale du Facility Management d'Ariane Group et on vous remercie d'être à nos côtés également. Florent Brodziak, vous êtes le Chief Digital Officer chez Soprasteria. On y reviendra. Et Grégory Mayer, directeur général de Satis. Merci également à tous les deux d'être avec nous. Alors, je vais commencer par les dames. Une fois n'est pas coutume. Laurence Monnoyer-Smith, je le disais, vous êtes directrice du développement durable du CNES, mais vous avez été commissaire général et délégué interministériel au développement durable au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et c'est pour ça que je vais vous poser cette première question, pour peut-être planter le décor d'un point de vue un peu plus général. Quels sont les enjeux de la démarche environnementale des industries et plus largement de la transition écologique? Alors les enjeux essentiels d'abord, c'est d'accompagner l'ensemble de l'industrie dans cette démarche de transition qui est inévitable, qui est indispensable, si on ne veut pas souffrir de conséquences bien plus graves, en tout cas même nous, mais surtout la génération suivante. Donc entrer dans cette démarche-là, c'est revisiter un petit peu ses business models, l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est prendre en considération les limites planétaires dans l'ensemble de ces considérations, c'est-à-dire ses relations avec ses fournisseurs, ses relations avec l'ensemble des parties intéressées avec lesquelles on travaille, et c'est revisiter son approvisionnement énergétique, ses consommations, la façon dont on traite ses déchets, etc. Bref, tous les enjeux de la transition écologique qui font que ce que l'on ne prenait pas en considération dans sa comptabilité ou plus largement dans son business model soit maintenant intégré. Alors dans le temps, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais enfin il y a quand même une certaine urgence. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus se dire on va laisser cette réflexion aux générations suivantes. Il faut le faire dès maintenant, c'est-à-dire qu'il faut planifier sur les 20-25 années qui viennent, ce qui est un peu compliqué parfois pour l'industrie qui a disons en général une vue à 5 ans, c'est difficile d'aller au-delà. Et là, il va falloir faire cette planification pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces coûts qu'on appelle des externalités, ces externalités environnementales, et qu'on les intègre dans son modèle de création de valeur. Et il faut le faire assez rapidement. Parce que vous parliez de coûts, on a tous l'impression que la transition écologique, ça coûte cher. Est-ce que ça peut être un vecteur de compétitivité pour les industries ? Alors, je voudrais dire deux choses à ce sujet-là. Dire que la transition écologique coûte cher, ça permet simplement de mettre le doigt sur le fait que, jusqu'à maintenant, nous avons vécu à crédit. Alors, quand on vit à crédit, on peut toujours dire que ça permet de faire des économies. C'est simplement reporter sur les générations futures le paiement de ce crédit et des intérêts importants de ce crédit. Donc non, la transition écologique, ça coûte pas cher. C'est simplement que jusqu'à maintenant, nous avons été extrêmement légers par rapport au coût réel de notre consommation et des biens que nous considérions comme gratuits. Donc c'est pas, voilà, on peut pas dire que ça coûte cher. Il faut réintégrer ça. Deuxièmement, est-ce que c'est un facteur de compétitivité ? Ça dépend de ce qu'on appelle la compétitivité. Si la compétitivité, ça consiste à faire baisser tous les coûts
et ne pas prendre en considération les coûts réels, à ce moment-là, je dirais non, c'est pas compatible avec la compétitivité. En tout cas, pas avec celle-là. Donc, où se situe la compétitivité? Où est-ce qu'on va la mettre? À quel poste nous allons l'attribuer? C'est là toute la question. Et là, je dirais non, c'est un vecteur, la transition écologique est un vecteur de compétitivité à partir du moment où on considère que le business model que l'on met en place, il est durable. Et à ce moment-là, on peut considérer que c'est compétitif. Par ailleurs, j'ajouterais aussi que c'est un facteur d'attractivité très important, en particulier pour les jeunes générations. Nous avons vu que les entreprises qui sont résilientes aux crises climatiques sont des entreprises aussi qui attirent plus les jeunes talents. Donc à ce titre-là, on peut considérer que c'est plus compétitif et plus durable. Et on va décliner effectivement ces facteurs de compétitivité parce qu'on peut situer la compétitivité à plusieurs endroits. Exactement. Et vous venez de nous en donner un exemple. Alors on va focaliser maintenant sur chacune des entreprises et des industries que vous représentez. J'aimerais qu'on parle du CNES. Pour commencer, je vais continuer avec vous, Laurence Monnoyer-Smith, parce que le CNES a initié une démarche environnementale depuis plusieurs années déjà, hein, c'est pas récent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, cette démarche ? Alors, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que si je commence à dérouler la feuille de route de responsabilité sociale et environnementale qu'on a mis en place, effectivement, ça risque d'être un petit peu long. En tout cas, on peut dire qu'il y a depuis plusieurs années une démarche, alors assez largement environnementale, mais aussi sociale, les deux vont de pair, qui s'est mise en place au CNES. Un des premiers soucis, c'est évidemment les considérations énergétiques. Nous avons, comme beaucoup d'entreprises, l'obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et on s'est rendu compte que l'essentiel de nos consommations énergétiques provenait des postes de déplacement professionnel. Oui. Joli sujet, à plus d'un quart, donc c'est quand même pas du tout négligeable. Et puis ensuite de la consommation énergétique. Donc on a décidé de s'inscrire, de toute façon, dans la feuille de route française qui prévoit d'arriver en 2050 au zéro émission nette. Donc vous voyez, on a 30 ans devant nous pour faire ça, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et donc nous avons mis en place toute une trajectoire qui va nous permettre, dès 2023, en particulier sur la base spatiale de Kourou, de réduire de façon très importante nos émissions de gaz à effet de serre en passant aux énergies renouvelables. On vise à peu près pour 2025 90% d'énergie renouvelable, ce qui est très important parce qu'on parle de 100% quand même, donc ça va aller assez vite, en développant du photovoltaïque, en développant de la biomasse, en réfléchissant à l'hydrogène, tout ça dans le cadre d'un projet de territoire qui est bien construit. Donc on a cette démarche-là, on a une démarche très proactive en matière de réduction de nos émissions liées au déplacement. Donc ça c'est important, on va essayer de capitaliser un petit peu sur ce que nous avons vécu pour éviter un effet rebond après la crise. Oui. Donc ça, c'est sur la partie énergétique. Et sur la partie biodiversité, on est très impliqué sur les questions de biodiversité et depuis longtemps, puisque nous avons sur la base spatiale de Kourou un territoire absolument exceptionnel avec de la forêt primaire, avec de la savane humide qui est tout à fait originale et une faune absolument extraordinaire. Donc on vient de se faire labelliser Act for Nature, donc qui traduit l'ensemble de nos engagements de préservation de la biodiversité et avec de la gestion, des plans de gestion territoriaux qui sont adaptés à l'exceptionnelle biodiversité que nous avons sur ce territoire. Et puis ensuite, on a aussi toute une série d'actions sur la réduction de la consommation d'eau, sur les déchets et sur les achats. Alors on pourra en parler puisque nous sommes quand même un donneur d'ordre assez important dans le domaine du spatial. Et donc nous avons entamé une réflexion qui va aboutir assez rapidement d'ici l'automne sur l'ensemble de notre politique achat qui va inviter l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous travaillons à faire des efforts importants s'ils veulent obtenir des contrats avec le CNES. Alors voilà, de manière exhaustive ou non exhaustive, je ne sais pas comment il faut dire, il y a pas mal de choses que vous avez mis en place. On va faire un tour de table pour voir ce que les autres ont mis en place et puis ensuite on en débattra tous ensemble. On va donc passer la parole à Gaëlle Joanne, responsable coordination centrale du Facility Management d'Ariane Group. Alors vous aussi, hein, vous êtes un acteur de l'espace, un industriel. Comment cette question de la transition écologique a été abordée chez vous, chez Ariane Group ? Elle a été abordée avec deux angles. Il y a déjà effectivement la volonté d'Ariane Group de s'inscrire dans une démarche durable.
Et puis, il y a un autre aspect qui est indissociable aujourd'hui, c'est la réalité économique. Et évidemment, encore plus depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, c'est complètement indissociable. Donc les deux vecteurs sont portés de front et on s'applique à ce que tous nos projets qu'on veut effectivement développer et porter soient effectivement exemplaires sur ces deux aspects. Alors, vous en êtes où concrètement aujourd'hui? Vous aussi, vous avez mis des choses en place chez Ariane Group. Et la première, j'allais dire, la première étape, en tout cas, une grosse étape, c'est le photovoltaïque. Oui. Vous avez un gros projet. Alors, il est très innovant parce que, et vous allez nous l'expliquer, vous vous êtes regroupés avec plusieurs autres entreprises pour mener à bien ce projet photovoltaïque. Vous nous en dites 2 mots? Oui, tout à fait. Donc, quand on a décidé de lancer ce projet, dans un premier temps, on voulait y aller seul. Et puis, on s'est rendu compte que ça serait peut-être difficile d'avoir des projets intéressants, sachant qu'on a des sites, on voulait aussi couvrir des sites qui étaient en Normandie, en région parisienne, donc pas obligatoirement les plus intéressants au niveau du photovoltaïque, et puis des sites en région bordelaise et toulousaine. Donc, l'idée de départ était dit, il faut qu'on soit attractif, sachant qu'on ne voulait pas investir, compte tenu du contexte actuel. C'était pas dans les priorités de la société. Et donc, trouver un tiers investisseur qui veuille s'engager pour un projet qui fasse sens, c'était pas simple. Donc on s'est dit, la façon d'être intéressant, c'est d'apporter un projet qui soit beaucoup plus important. Et donc on a contacté d'autres entreprises, en l'occurrence c'est parti de la région parisienne, avec donc PSA, Suez et Sequence. Et on leur a proposé de démarrer l'aventure à 4. Donc pour avoir un projet qui globalement apportait quand même 75 hectares de potentiel. C'est pas négligeable, bien sûr. Ariane Group seul, ça aurait été entre 30 et 35 hectares, ce qui était déjà intéressant. Oui. Et donc on a construit ce projet ensemble, avec un gros travail, mais en faisant réellement une consultation, une vraie consultation. Ce n'était pas une somme d'exigences d'industriels qui faisaient semblant de se regrouper. Donc on a travaillé en amont avec les mêmes spécifications, un cahier des charges applicable sur tous les sites, et puis après des spécificités par site, des contrats types élaborés ensemble, une consultation commune, un règlement de consultation en commun, et des critères de choix communs, avec dans l'idée effectivement d'arriver à choisir le même prestataire si possible. Donc c'était une vraie consultation commune. Ce n'était pas juste une consultation de façade. Aujourd'hui, vous en êtes où, ce projet? Alors aujourd'hui, donc, la consultation a été lancée en juillet 2020. On a été très perturbé par le Covid. Bien sûr. Fin juillet, on a fait les choix en début novembre. Donc sur les 4 industriels, pour des raisons un peu compliquées que je n'évoquerai pas là, il y en a un des 4 qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Pour les 3 autres, on a tous fait le même choix, qui est en l'occurrence Urba Solar. Donc ça a été effectivement établi autour de la mi-novembre. Donc maintenant, on est en train d'essayer de déployer le projet avec l'ensemble des éléments qu'il faut mettre en œuvre, qui ne sont pas toujours très simples non plus en France. Il y a toujours des complications auxquelles il faut faire face. Donc on est dans cette phase-là. Donc pour nous, concernant Ariane Group, on est effectivement dans la phase en ce moment de pré-étude, avec toutes les démarches administratives. On est dans le même temps en train d'essayer de finaliser les contrats, parce que les deux sont liés en fonction des autorisations qu'on n'aura pas sur chaque site, dans quelle configuration. Donc on est dans cette phase-là en ce moment, pour essayer de déployer le projet sur nos 5 sites, avec l'espoir de démarrer début 2023 la production pour les premiers sites, mi-2024 pour les derniers, parce que selon les sites et selon les sujets, il y a soit des ombrières de parking qui sont les sujets les plus simples, ou des centrales au sol qui demandent des analyses environnementales préalables, et là ça demande plus de temps. Évidemment. Merci pour cette présentation. On va revenir évidemment sur les avantages, les difficultés, mais bien sûr sur les avantages de vos démarches une fois qu'on aura fini notre tour de table, qu'on poursuit donc avec Florent Brodziak, Chief Digital Officer chez Soprasteria. Alors vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots Soprasteria, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Oui, Soprasteria, on est une entreprise du service numérique française, donc bien implantée en Europe. On est 46 000 employés en tout dans la société. Donc on est une entreprise de conseil, d'ingénierie et d'intégration de services digitaux, et donc spécialisée dans la transformation digitale aujourd'hui de nos clients. Et vous ne me contredirez pas si je dis que les émissions à gaz à effet de serre issues des technologies numériques sont de plus en plus pointées du doigt. On les montre beaucoup du doigt, on leur reproche beaucoup de choses. C'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de matière.
J'imagine donc qu'il y a un vrai enjeu à ce que le numérique devienne plus propre et c'est un enjeu que visiblement chez Sopra Steria, vous prenez très au sérieux. Oui, exactement. Les dernières études ont montré on est de l'ordre de 3,8% des gaz à effet de serre qui sont émis, qui sont la résultante de l'utilisation de tous ces services digitaux. Donc c'est vrai que si on assimilait l'ensemble de ces émissions-là, si on le comparait au niveau d'un pays, ces 3,8% représenteraient le 6e pays au monde émetteur de gaz à effet de serre. La France est classée 11e pays. Donc c'est pas négligeable. Donc il y a de vraies conséquences, du coup, de vraies conséquences climatiques, environnementales. Donc effectivement, je pense de la même manière qu'au CNES et dans beaucoup d'entreprises, il y a un objectif, on s'est fixé un objectif de net zéro émission pour notre groupe à l'horizon 2028. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est déjà pour nous, ça va être de transformer notre métier en interne, puisqu'on est dans la fabrication, l'intégration et l'accompagnement sur les services digitaux. On va commencer par nous-mêmes déjà, avant de l'appliquer chez nos clients. On va se transformer et on est en train de le faire. De quelle manière ? Alors la première étape, c'est former l'ensemble de nos collaborateurs. Donc il y a tout un accompagnement avec des awareness, des formations sur plusieurs jours sur l'éco-conception des produits digitaux, comment bien utiliser finalement nos outils du digital. Donc ce sont nos terminaux, nos PC, nos téléphones, nos manières de communiquer par les mails, voilà, toutes ces bonnes pratiques. Il y a une bonne manière de les utiliser ? On va éviter d'envoyer des pièces jointes de plusieurs mégas à l'ensemble, de plusieurs mégaoctets à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est réfléchir avant d'envoyer un mail, voilà, à qui il va être destiné et en fonction, voilà, de la population, enfin de mes destinataires, je vais l'écrire d'une certaine manière ou je vais joindre un lien plutôt qu'un document en pièces jointes, voilà. Donc c'est un exemple de démarche. C'est un exemple de démarche. Il y en a beaucoup d'autres, oui, j'imagine. On n'aura pas le temps, malheureusement, de toutes les évoquer. Mais bon, il n'empêche que donc vous allez éduquer, si j'ose dire, votre propre personnel. Qu'est-ce que vous allez faire pour les entreprises qui utilisent le numérique ? Alors pour nos clients, effectivement, on a deux démarches en fait. Il y a les démarches. On parlera de Green IT, Sustainable IT, et d'IT for Sustainability ou IT for Green. Donc pour expliquer ces deux démarches, la première, le Green IT, c'est en fait les pratiques qui visent à éco-concevoir finalement ces services digitaux. Donc c'est arriver à rendre la même qualité de service, le même niveau de service, mais en utilisant moins de ressources. Donc en agissant soit sur le hardware et ou sur l'aspect logiciel aussi, par sa conception. Donc là, on va être plutôt sur l'éco-conception de la solution digitale. On va avoir une approche holistique, évidemment, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'ensemble du cycle de vie de notre solution digitale et on va tenir compte de tous les éléments qui la constituent. Donc ça va être, on va tenir compte des terminaux utilisateurs, le réseau qui va être utilisé pour faire transiter ces données entre les terminaux utilisateurs et à la fin les data centers, nos serveurs. Donc on va tenir compte de tout cela, de tous les acteurs, les externalités, tout ce qui va y avoir pour justement éco-concevoir. Et alors là, on va parler, j'ai parlé de l'ensemble de la solution, mais ça va être aussi très très en amont sur finalement les fonctionnalités. On va se challenger sur de quoi on a réellement besoin au final, voire aussi adapter les processus de nos clients en ayant cette je ne vais pas parler de contrainte, mais cette exigence, en tout cas, de respect de l'environnement. Et notre philo, en fait, c'est vraiment de considérer l'environnement au même titre que la RGPD avec le traitement des données privées, la cybersécurité, la performance des systèmes. Donc on est vraiment sur voilà, on va tenir compte de ces 4 exigences. Et l'environnement est juste un angle de vision supplémentaire. C'est du bon sens après quand on y pense, mais voilà. Mais encore faut-il y penser. Voilà, il faut y penser et on le remet en avant. Le numérique, il peut réduire son impact, on vient de le voir, mais il peut également utiliser davantage le numérique pour réduire ses consommations d'énergie, par exemple. Se servir du numérique comme d'un outil de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus envisagé, c'est pas le mot, mais courant. On s'en sert de plus en plus, notamment dans les villes. On y viendra dans une table ronde à suivre. C'est pas une contradiction, sustainability et le IT for green, pour reprendre vos termes sans l'accent? C'est un autre enjeu, effectivement. Si on dit que le digital a un impact environnemental, bien évidemment, si on veut se servir du digital pour réduire les impacts environnementaux d'un process, donc
le fameux IT for Green ou IT for Sustainability, il faut que l'équation soit bonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on consomme plus que ce qu'on prétend économiser en utilisant cet outil-là. Donc c'est vrai que c'est très challengeant sur l'utilisation des technologies. On parlera de confrontation entre le high-tech et le low-tech. Oui. Le low-tech revient aussi. Et dans les technologies du digital, il y a du low-tech qui existe toujours. Le SMS sera moins impactant que de la notification qu'on pourrait avoir en utilisant les applications mobiles. Bah voilà, bon, on le qualifiera de low-tech chez nous dans le digital, mais aujourd'hui, voilà, c'est sans lever les œillères, et c'est pour ça que c'est aussi une formidable opportunité d'innovation, parce qu'il faut repenser les choses. Sur le digital, il faut le faire autrement. On sait que ça a un impact environnemental. C'est les fabrications de tous ces terminaux, c'est la fabrication de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, des data centers qui utilisent beaucoup de ressources. Et ces ressources-là ne sont pas infinies. Donc, à quoi on va consacrer finalement ce qui nous reste en ressources? Qu'est-ce qu'on va considérer comme essentiel dans le digital d'aujourd'hui et de demain? Alors, je vois des têtes se hocher sur ma droite, on va y revenir. Je voudrais d'abord passer la parole à Grégory Mayer, directeur général de Satis. Alors, avec vous, on revient à l'aéronautique et à l'industrie, puisque Satis, que vous représentez, alors pour le résumer rapidement, mais vous me corrigerez si ça n'est pas vrai, fait de la peinture pour les avions. Et en tant qu'entreprise qui fait des revêtements de surface et des peintures, bah, vous aussi, vous avez mis en œuvre des démarches environnementales. Alors, pourquoi? Et puis, lesquelles? Alors déjà, merci de nous faire revivre un environnement aéronautique dans un monde depuis un an qui souffre profondément d'un manque de capacité à voler. Donc ça fait un peu de bien de se retrouver dans un environnement. J'ai jamais vu un environnement cabine aussi grand, aussi large. Donc peut-être est-ce prémisse d'un futur avion Airbus. Il appartient. C'est la devinette du jour. Alors dites-nous tout. Donc pour compléter par rapport à Satis, vous avez parlé de la peinture. Plus généralement, on travaille dans le domaine de protection de surface au sens large. Donc traitement de surface jusqu'à la peinture, donc tout ce qui est traitement pour éviter toute corrosion au niveau de l'avion et au niveau de ses pièces élémentaires. Donc on travaille de la pièce élémentaire à l'avion complet. La démarche environnementale de Satis, elle a démarré bien avant la crise. On parle beaucoup de l'aspect environnemental dans l'aéronautique depuis un peu plus d'un an, avec l'avion décarboné, avec la propulsion hydrogène. De notre côté, on l'a démarré il y a plusieurs années. Au-delà du label ISO 14001 ou ISO 50001 ou la conformité européenne à REACH sur les produits dangereux, on a engagé une démarche proactive, environnementale, qui vise dès la conception de nos moyens industriels, parce que quand on réalise un traitement de surface sur une pièce ou quand on peint un avion, on a des moyens industriels lourds. On brasse et on utilise des produits solventés, des acides, donc des produits entre guillemets dangereux. Donc qui doivent être très réglementés? Qui sont très réglementés, pour lesquels des substitutions sont difficiles d'un point de vue purement technique. Donc on est obligé de vivre avec, d'en limiter évidemment la consommation, d'en maximiser le recyclage, mais pour autant on est obligé, dès la conception du moyen jusqu'à son exploitation, de l'optimiser. Donc on essaye depuis plusieurs années dans tout ce qu'on fait d'optimiser la conception de nos moyens et d'optimiser l'exploitation qu'on en fait au quotidien, pour reprendre un peu ce que mes collègues évoquaient tout à l'heure sur le consommer moins au niveau énergétique. Un moyen industriel de peinture avion, c'est un moyen extrêmement énergivore. Il faut renouveler l'air plusieurs fois par heure. Il faut réguler la température suivant la phase de travail. Donc c'est extrêmement énergivore. On dépense plusieurs millions d'euros en énergie, gaz et électricité tous les ans. Pour autant, on a engagé des démarches, on gagne jusqu'à 20% aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, en recyclage d'air, en régulation au sens large, dans nos moyens industriels. Donc c'est une démarche, juste pour citer cet exemple-là, qui a produit des effets importants. Alors, c'est un investissement à la base. Il faut dépenser plus à la base, mais pour gagner derrière en compétitivité. Vous dépensez plus en NRC, mais vous gagnez plus en RC, donc en coûts non récurrents versus les coûts récurrents. Donc c'est vraiment une démarche qu'on a engagée il y a plusieurs années sur l'ensemble de nos moyens industriels.
Alors, si on revient, et ça va tous nous intéresser, sur ce que vous venez de dire, ça coûte cher, mais au final, il y a quand même des bénéfices qui sont importants. Vous parliez de bénéfices financiers. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le premier bénéfice, je dirais qu'il est déjà individuel et il est citoyen. Le premier bénéfice, c'est qu'inévitablement, on a tous un enjeu de contribuer individuellement à la préservation de la planète. Je pense que c'est un enjeu citoyen avant d'être un enjeu d'entreprise, qui que ce soit dans la filière aéronautique. Le deuxième point, effectivement, il est économique. Je voudrais faire une parenthèse sur le contexte aéronautique que vous évoquiez. Le contexte, l'enjeu aéronautique avant la crise, c'était la course à la capacité homme et à la capacité des moyens industriels. Les cadences ne cessaient d'augmenter tous les ans et les industriels réfléchissaient à comment répondre à cet enjeu. Après la crise, avec des baisses de cadence de 30 à 50%, les enjeux vont évoluer. Le premier enjeu, c'est un enjeu de maintien des compétences. Comment, en ayant baissé de 50%, on va réussir à rebondir quand les cadences vont augmenter. Et le deuxième, c'est comment on va améliorer la compétitivité. Parce que la compétition, elle va continuer. Le marché a souffert pendant un an, il va redémarrer, et derrière, il va y avoir un enjeu chez nos clients sur la compétitivité. La compétitivité, elle viendra pour les industriels de leur capacité à concevoir et à exploiter des moyens récents, modernes et écologiques, entre guillemets. Donc la compétitivité versus la transition énergétique sont intimement liées. C'est un contributeur à la compétitivité de la filière aéronautique demain, c'est indispensable. C'est pas un nice to have. Ce que vous dites, c'est que l'avion décarboné devra l'être dans chacune de ses phases de construction, dans chacun de ses boulons, dans chacun de ses... L'avion décarboné, on en parle avec la propulsion hybride, avec la propulsion hydrogène, et les avionneurs, vous le savez, travaillent ardemment pour le rendre concret dans les années qui viennent, mais c'est sans doute toute la supply chain de la filière qui doit considérer son empreinte éco-responsable. Et donc c'est la contribution des uns et des autres, de la pièce élémentaire jusqu'à l'avion complet, la contribution sur la propulsion, mais la contribution sur la structure, sur les équipements des uns et des autres, qui va faire que la filière va verdir et que la filière va aller vers cet avion décarboné. Donc c'est une contribution individuelle et collective qui fera qu'au-delà de l'avionneur lui-même, on réussira ce défi des 10 années qui viennent pour faire l'avion hydrogène ou l'avion plus vert. Donc la transition écologique est bien une question qui touche tout le monde et c'est un facteur de compétitivité pour vous. Un petit tour de table sur les bienfaits de ce que vous avez mis en place. Monsieur parlait effectivement des coûts qui sont importants mais qui permettent quand même de gagner un certain nombre de choses derrière. Qu'est-ce qu'on gagne en menant à bien les programmes que vous avez mis en place les uns et les autres? Et à quel niveau? Alors, en débat? Allez, honneur aux dames. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, je rebondis un petit peu sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Oui. C'est vrai on y gagne d'une certaine façon en innovation parce qu'on est obligé de sortir de notre zone de confort d'une certaine façon et donc de repenser de façon beaucoup plus holistique l'ensemble de la chaîne de valeur, quelle que soit l'industrie dans laquelle on se trouve. Et effectivement, et ça oblige vraiment à se mettre dans une autre disposition d'esprit et de se dire finalement comment je dois reconcevoir mon produit ou mon service de manière à ce que son empreinte diminue de manière globale. On a aussi une nouvelle approche, on disait tout à l'heure de la compétitivité, mais de la manière dont on va répondre aux besoins. Alors finalement, c'est quoi nos véritables besoins? C'est-à-dire on ne peut plus être dans une posture qui est celle de la production toujours plus importante, mais au contraire à réfléchir quel type de besoin comment je vais aider à la limite mon usager, mon consommateur, comment je l'accompagne pour mieux répondre à ce type de besoin. Donc une innovation, une certaine compétitivité. Je pense aussi on y gagne dans les relations qu'on a avec les jeunes générations. Moi je reviens là-dessus parce que c'est quand même très très important ça.
nous le voyons dans les jeunes qui postulent chez nous, les jeunes qui sortent des écoles. Alors nous, dans le milieu aéronautique, on travaille beaucoup avec Super Héros, mais pas avec ce type d'école-là. Oui. Et en tout cas, on voit très bien que ces jeunes générations sont extrêmement attentives à la manière dont les entreprises avec lesquelles elles souhaitent travailler s'inscrivent dans cette contribution globale aux efforts qui doivent être faits pour répondre au changement climatique et plus globalement à l'économie de la ressource. Et donc, on y gagne aussi une meilleure capacité à leur parler, une meilleure intégration de ces équipes-là. Donc, je crois que ça, c'est un sujet très important. Et ils ont beaucoup à nous apprendre sur cette thématique-là. Il faut savoir les écouter. Ce que vous dites, c'est que c'est fédérateur, finalement. Humainement, les jeunes et la jeune génération, en tout cas, se reconnaît dans ces valeurs. Elle se reconnaît, oui. Tout à fait. Elle se reconnaît, puis elle a envie de se creuser la tête pour trouver des solutions. Et c'est vrai que quand on travaille dans une entreprise ou une industrie, on va dire un secteur depuis 25 ans, on a un certain nombre de réflexes. Voilà, en sociologie, on parle de naturalisation des processus parce que voilà, on a toujours fait comme ça. Et c'est compliqué en fait de faire ce pas de côté qui nous permet de voir la production autrement. Donc savoir tirer parti de ce nouveau regard et de leur dire dites-moi ce qui vous choque et faites-moi un petit peu votre reporting lorsque vous arrivez dans l'entreprise, racontez-moi un peu comment vous voyez les choses. Et on a à apprendre en fait de ce regard-là, comment ils nous interrogent, mais pourquoi vous travaillez comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours tout bon, parce qu'ils ont aussi des réflexes qu'ils ont acquis. Les millennials sont aussi des consommateurs invétérés à certains égards. Mais il n'empêche que dans leur arrivée dans le monde du travail, ils sont très attentifs à ces conciliations de valeurs. Donc c'est intéressant pour une entreprise de se positionner, de savoir leur parler et de profiter de leur enthousiasme et de leur, de leur fraîcheur pour pouvoir se re-questionner. Monsieur Joanne, sur les bienfaits des démarches que vous avez engagées, parlons-en. Au sein, peut-être, on va parler de l'humain, puisque Madame en parlait, mais est-ce que ça a fédéré vos équipes? Est-ce que les équipes... bon, alors, il y a le contexte Covid qui fait que les équipes, on ne les a pas trop vues ces derniers temps, je l'entends. Mais est-ce que ce projet est fédérateur, ou en tout cas, est-ce que vous souhaitez qu'il le devienne si ce n'est pas encore le cas? Et puis, sur les bienfaits économiques, si j'ose dire, est-ce que c'est des projections que vous avez déjà faites? Alors évidemment, dans les deux cas, et je dis pas que la jeune génération, on a aussi pas mal de gens qui ne sont pas dans la jeune génération, j'en fais partie, qui sont aussi très intéressés, qui sont moteurs sur ces sujets-là. Donc effectivement, c'est évident qu'il y a et les aspects économiques et les aspects fédérateurs, et on le voit parce qu'on organise pas mal d'événements au fil de l'année sur nos sites pour parler de l'énergie, pour parler de l'efficience énergétique, et ça attire toujours du monde. Donc les gens sont vraiment intéressés par ces problématiques-là, ça c'est une évidence. Ça a aussi l'intérêt, on en parlait tout à l'heure, c'est sortir aussi un peu de sa zone de confort et se forcer à réfléchir autrement. J'en parlais sur le projet photovoltaïque, c'est-à-dire, allez, on ne va pas y aller tout seul, on va élargir, et c'était honnêtement plus compliqué, ça c'est clair. Quand on a préparé beaucoup plus compliqué. Mais voilà, le résultat, on en reparlera juste après, est vraiment très intéressant. Juste un autre petit cas qui était vraiment intéressant, il y a quelques années, il y a eu une obligation réglementaire qui est sortie, qui faisait qu'on ne pouvait plus refroidir des process industriels en eau perdue. Il fallait être en circuit fermé. Donc une grosse contrainte, et nous on avait des gros autoclaves sur un de nos sites pour des pièces de grande dimension. Et ça voulait dire installer des gros groupes froids, parce qu'effectivement, circuit fermé, c'est-à-dire l'eau qui sert à refroidir, elle se réchauffe, donc il faut la refroidir. Donc installation de gros groupes froids, donc pour une idée au départ écologique, c'était pas du tout écologique à la fin. Et finalement, on a travaillé, on s'est creusé les méninges, on ne voulait pas rajouter un groupe froid, et à 150 mètres de là, on avait une dépollution de la nappe avec un forage 2 fois 80 mètres cubes H24 qui sortait de l'eau à 14 degrés. Donc on a tiré 200 mètres de tuyaux et on a utilisé cette eau qui est passée dans les autoclaves, et on a eu une administration, la DRIE, qui a été très intelligente dans l'approche, parce qu'elle nous a dit oui, formellement parlant, c'est pas un circuit fermé, sauf qu'en fait, avant, vous aviez votre eau de forage dépolluée que vous envoyez dans la Seine, une fois qu'elle était dépolluée. Là, vous lui faites juste faire un petit tour par vos autoclaves et elle finit dans la Seine. Donc, ils ont eu l'intelligence de comprendre que, oui, c'était pas un circuit fermé, mais c'était complètement acceptable et dans l'esprit. Donc voilà, ça force à sortir. Une contrainte, vous en avez fait une force, exactement, quelque part. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un exemple
force à sortir de son domaine de réflexion, son champ de réflexion habituel. Tout à fait. Et peut-être que, M. Mayer, sur ce côté contrainte, j'imagine que dans votre secteur d'activité, les contraintes, elles sont importantes. Hein, quand on parle, vous parliez tout à l'heure de solvants. Est-ce que ces contraintes, vous avez réussi, vous, et comment avez-vous réussi, puisque je sais que vous avez réussi, à en faire une force? Alors, oui, on travaille, on l'a dit tout à l'heure, avec des produits, entre guillemets, à connotation toxique ou dangereuse. On a travaillé sur 3 axes. Le premier axe, c'est la protection, évidemment, des biens, mais surtout des personnes. Donc c'est un élément qui est essentiel. Le deuxième point, c'est comment on en consomme moins, tout simplement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va brasser moins de produits solventés plutôt qu'avoir des gros bidons, avoir des systèmes de lingettes ou des systèmes de chiffons qui permettent de réguler la quantité. On a baissé nos consommations d'une vingtaine de %, simplement au travers de... C'est pas négligeable. 20%. Au travers de ça. Et après, le principe également soit de substitution, soit de recyclage de ces produits solventés, où on a réussi, par un recycleur, à diminuer par 50% notre recyclage des solvants usés en fin de process. Donc, ça a engagé, je dirais, un processus très clair dans la phase d'exploitation. Je parlais tout à l'heure de la conception vers l'exploitation. Et c'est des résultats très concrets qu'on a déployés sur un site français et qu'on est en train de déployer de manière plus globale sur l'international. Je voudrais également rajouter par rapport à votre question sur les bienfaits. Il y a les bienfaits liés à l'équipe, l'émulation que ça crée pour les installations existantes, de réfléchir à comment est-ce qu'on améliore l'existant et comment est-ce qu'on conçoit différemment le futur. Quand on construit un nouveau moyen, comment est-ce qu'on peut gérer une rupture, penser complètement différemment et pas être simplement dans l'amélioration. Donc il y a un côté vraiment bien fait sur les équipes, une sorte d'émulation. Je suis entre vous deux, j'ai des jeunes et j'ai des moins jeunes dans les équipes. Et cette mixité, ce brassage qu'on arrive à opérer entre les générations, nous a amené des améliorations concrètes sur nos sites existants. Et sur les nouvelles usines qu'on est en train de construire sur l'horizon 2023, nous ont apporté des ruptures technologiques. Et puis le deuxième point que je voudrais rajouter également sur les bienfaits, c'est la barrière d'entrée. Je parlais tout à l'heure des investissements nécessaires quand on concevait un nouveau moyen industriel. C'était un coût à l'origine qui ramenait des gains derrière. C'est une barrière à l'entrée. Ça industrialise l'industrie. À un moment où vous pouvez, et ça régule l'industrie, n'importe qui ne peut pas construire une salle de peinture. N'importe qui ne peut pas créer une usine de traitement de surface si on veut respecter l'ensemble de la réglementation et si on veut respecter cette démarche éco-responsable. Donc c'est aussi une barrière à l'entrée. En termes de compétitivité qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même un élément qui est essentiel. Mais j'entends malgré tout que c'est aussi un sacré vecteur d'innovation, finalement. Il faut se remettre en question ces installations et réfléchir à un certain nombre de choses. Est-ce que vous diriez que ça permet aussi d'être innovant ? Oui, alors on parlait tout à l'heure d'amélioration ou de révolution ou d'évolution importante. Oui, ça dégage des idées nouvelles, oui. Et ça oblige à se remettre en question. On parlait tout à l'heure de la remise en question des uns et des autres. Ça nous oblige obligatoirement, on sort de notre zone complètement de confort, où on améliorait par-ci par-là l'existant il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un devoir, une contrainte, on est poussé à faire complètement différemment. On ne cherche pas le gain de 0,5% ou de 1% par an. On a tous évoqué autour de cette table quelques chiffres, quelques gains. On n'est pas sur le quelques pourcentage. On cherche vraiment le gain significatif, donc la remise en cause majeure de notre manière de travailler de manière globale. Florent Bordiac, sur cette question des bénéfices des démarches que vous avez engagées, vous avez des choses à dire, à compléter. Est-ce que chez vous aussi, ça a été, j'allais dire, galvanisateur, ça a motivé les troupes? Et puis en termes de coûts, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors pour rebondir sur l'aspect RH, oui. sur les collaborateurs, effectivement, là, ces dernières années, on a pu constater lors des entretiens, lors des entretiens d'embauche, un questionnement fort et des sollicitations. Oui. Il y a un intérêt fort de la part des jeunes, des jeunes qui arrivent aujourd'hui là sur le marché,
ils sont plus, enfin, le remplacement de la touillette plastique par une touillette bois, ça les intéresse plus, quoi. C'est vraiment, mais ok. Alors surtout dans une entreprise de services numériques où on ne produit pas un bien physique, hein, on produit de la solution digitale. Donc on a ces questions-là, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour l'aspect, sur l'aspect environnemental? Donc il y avait un vrai challenge, il y a de vraies attentes là. Et c'est vrai que on ressent cette motivation, cette émulsion qu'il y a côté collaborateur. Et j'ai aucune difficulté à trouver des volontaires pour porter le côté Sustainable IT, justement, des représentants. Dans mon organisation, effectivement, on a nommé des référents pour les différentes entités qui vont nous permettre de créer ce réseau en interne. Et on travaille beaucoup alors, sur la communication interne et ce réseau-là pour faire passer le plus d'informations possible dans tous les sens sur les initiatives de chacun, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, donc on essaye de rassembler tout ça pour que tout le monde puisse en profiter. Donc déjà, d'un point de vue interne à la société, c'est super. Moi, je trouve cette motivation-là, j'ai rarement vu autant de motivation ou de gens aussi engagés sur l'aspect. Donc c'est vrai que c'est un engagement citoyen, hein, personnel. Et je pense que pour beaucoup de personnes aussi, ça peut donner un petit peu plus de sens dans leur activité, dans leur travail, dans leur quotidien, en tenant compte de cet aspect environnemental dans leur réalisation. Donc il y a ce gain-là qui est difficilement quantifiable, mais qui est très intéressant d'un point de vue motivation et puis aussi marque employeur, hein, pour arriver à attirer des talents. Et puis après... En termes d'image aussi. Et en termes d'image aussi, oui, parce qu'il y a une stratégie, une vision au niveau de l'entreprise. L'environnement est un point depuis des années, et ça ne fait pas que quelques années, ça fait un bon bout de temps à Soprasteria qui a un fort engagement environnemental. Donc après, c'est génial qu'en plus, cette vision, elle est portée par tous, par l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, on va dire que c'est plus d'un point de vue interne. Et puis après, l'intérêt, il va être aussi dans la réalisation justement de nos missions pour nos clients et dans la réalisation des solutions pour nos clients. Effectivement, il peut y avoir, si on parle d'éco-conception, un ticket d'entrée qui va être légèrement supérieur, mais on s'y retrouve dans 80% des cas, on s'y retrouve sur l'utilisation. Puisqu'on va prévoir une architecture ou même en amont sur les aspects fonctionnels ou autres, on va déjà fortement se challenger et challenger nos clients aussi sur l'intérêt. Donc, finalement, on va ne garder que ce qui va être vraiment utile et indispensable. Et après, on va développer la solution ou le logiciel ou l'application qui va correspondre à ce besoin-là. Donc, on ne va pas développer un couteau suisse et on va passer énormément de temps à développer des fonctionnalités qui ne serviront pas. On va se focaliser sur l'essentiel. Et après, on va l'éco-concevoir. Alors, j'aime bien le terme éco de éco-conception parce que c'est vrai que le premier, on est sur l'approche écologique, environnementale, mais on s'y retrouve aussi d'un point de vue économique. Exactement. Donc l'éco-conception est intéressante pour ça. L'éco-conception, on gardera ça. Alors si je résume tout ce qu'on s'est dit, vous avez tous engagé des démarches, vous en êtes tous satisfaits d'un point de vue économique, d'un point de vue, j'allais dire, sociétal, de vos entreprises en tout cas, c'est fédérateur, vous me le dites. On va pas se mentir quand même, c'est pas si simple que ça. On va pas faire une table ronde où on va dire c'est tellement bien, foncez tous. Bien sûr qu'aujourd'hui il faut tous y aller, mais quelles sont les difficultés auxquelles les personnes qui ne se sont pas encore lancées, qui voudraient se lancer, risquent d'être confrontées et face auxquelles il ne faut pas se laisser démotiver, j'imagine. Mais il doit bien y avoir des difficultés, non? Qui est-ce qui prend la parole? Madame Monnoyer-Smith. Oui, bien sûr, il y a des difficultés, elles sont d'ordre divers. Il y a des difficultés de compétences. Effectivement, il y a des savoirs dont on ne dispose pas en interne. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que des fois, on ne sait même pas qu'on ne sait pas, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est sûr. Quand on sait qu'on ne sait pas, on peut aller chercher la connaissance. Des fois, on ne sait même pas. Donc il y a cet ordre-là. Typiquement, vous voyez, au CNES, on a... Voilà, bon, nous, on fabrique des fusées, voilà, on envoie des satellites. On n'est pas des énergéticiens. Oui. Voilà, bon. Donc on n'est pas des énergéticiens et quand on commence à dire la diminution des émissions de CO2 de la base de Kourou, la diminution de notre consommation énergétique est un facteur de compétitivité
compétitivité dans un contexte qui est un peu chahuté, ça ne vous aura pas échappé, eh bien, à ce moment-là, on commence à se dire, bon, il faut qu'on trouve des spécialistes de l'énergie. Bon, on en a, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Et puis surtout, ils sont dans des bureaux, dans les établissements. Vous en avez 2-3 à Kourou, vous en avez un à Toulouse, il y en a peut-être un à Paris, mais voilà. Donc trouver le bon interlocuteur, c'est compliqué. Donc un des premiers trucs que j'ai fait quand je me suis dit, bon, on va s'occuper du CO2, parce que c'est vraiment, ça nous coûte cher, et il faut qu'on soit sur la bonne trajectoire. La première chose qu'il a fallu faire, c'est trouver les gens, les mettre autour de la table et leur dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Ah, bah, j'ai 2 champs photovoltaïques, j'ai de la centrale biomasse, machin. Bon. Et il faut construire les business models. Et il faut s'assurer que nos centrales vont fonctionner. Faire fonctionner de la biomasse quand on n'en a jamais fait, on ne sait pas faire. Et en plus, c'est encore plus compliqué, c'est que la base de Kourou, elle consomme 14% de l'énergie de la Guyane. Vous voyez, c'est une paille. Hein. D'accord. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une discussion avec EDF, parce que si on se retire, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on trouve les bons raccordements, il faut qu'on remplace nos systèmes de groupe froid. Enfin, il y a des enjeux techniques, et en plus, c'est d'intérêt vital, parce qu'il n'est juste pas question que voilà, la centrale tombe en panne et il n'y a plus d'électricité. Ça c'est pas possible. Évidemment. Donc, on est sur un objet d'intérêt vital, comme on dit chez nous. Donc, ça veut dire que j'ai tous les spécialistes de la sécurité qui se mettent autour. Ah, mais non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Alors, oui, mais on a jamais. C'est un cauchemar. Alors, comment on surmonte ces difficultés? Parce que là, du coup, vous avez fait peur. Comment on surmonte comment on surmonte la difficulté? On a une directrice développement durable qui est au COMEX et qui dit, les gars, écoutez, c'est pas comme si on avait le choix. Et donc, un peu à pouvoir de conviction, on met en place une équipe projet, on met en place tous les spécialistes au bout de la table, on fait de la conviction et on fait des revues et on fait en sorte qu'on arrive au bout d'1 an à avoir un système qui marche, à avoir les bons verrous de sécurité, les capacités de redondance nécessaires, mais qui ne sont pas au fioul. Apparemment. Donc c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de convictions. Après, il faut trouver l'argent. Oui. Parce que le CNES, ça ne vous aura pas échappé. On fonctionne avec l'argent de l'État. Donc quand vous dites à l'État, bonjour Monsieur Bercy, j'ai besoin de 70 millions pour faire une centrale biomasse, il vous regarde et dit non, ça ne va pas être possible. Donc en plus, il faut se former en ingénierie financière, il faut aller chercher des spécialistes sur ce sujet. Voilà, donc c'est compliqué, mais c'est possible, vous en êtes la preuve vivante. Non seulement c'est possible, non seulement c'est passionnant, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a quand même quelque chose de très excitant pour des ingénieurs que de leur donner un problème qui n'a pas de solution. Ça, ils adorent. Alors moi qui ne suis pas ingénieur, j'adore faire ça parce qu'ils sont tous là, waouh, on va la trouver. Qui nous écoutent là. Et donc c'est vraiment passionnant. C'est un très très beau. Et le jour où on arrive, après avoir eu tous les sujets techniques, administratifs, tous les problèmes financiers, etc., et qu'on arrive au bout et qu'on arrive devant le conseil d'administration avec une solution, on est là, yes. Bon, ben merci pour ce retour d'expérience, ça sent le vécu. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. La preuve, Monsieur Joanne, je vous ai vu sourire beaucoup quand Madame... Ouais, vous vous reconnaissez dans tout ça. on vit les mêmes choses, hein, c'est clair. Et effectivement, pour moi, la première chose, si on veut vraiment progresser, c'est d'abord l'organisation qu'on met en place. Oui, on a très peu d'experts qui ont le bon niveau. Donc nous, on a mis en place une organisation centralisée avec des énergie managers. On en a 2 pour l'entreprise. Donc on centralise. Après, on a des relais sur les sites. Mais tout ça, c'est déjà mettre en place une organisation pour pouvoir s'appuyer sur un réseau de base. Et puis après, pouvoir avoir des relais partout qui vont nous aider à avancer. Donc ça, c'est la première chose d'organisation. Après, il faut de la volonté, des gens qui ont envie d'y aller, qui y croient. Oui. Parce qu'effectivement, les difficultés, il y en a plein. Et puis, au-delà, une fois qu'on a passé ces premières étapes, on s'est dit, voilà, on a une idée, on voudrait y aller. Il y a effectivement un champ de contraintes qui intéresse bien les ingénieurs en général, quand on n'est en plus pas tout à fait dans notre domaine habituel. Oui. Et après, il va falloir convaincre au niveau de la direction. Et là, on va vite au-delà de l'image de marque et de la volonté, qui est important, hein, on l'a dit depuis le début de cette table ronde, il y a l'aspect économique. À un moment donné, il faut qu'on arrive, quand ça commence à être conséquent, il faut qu'on arrive à proposer des choses. Et ça, c'est l'élément qui va faire qu'on va pouvoir aller plus loin. Et si on revient sur le cas du projet photovoltaïque qui nous intéressait tout à l'heure, le champ de contraintes était vraiment fort, il est toujours fort. Mais effectivement, quand on se dit, on n'investit rien, on arrive à avoir un projet qui fait
qu'on va avoir de l'énergie qui va nous coûter notablement moins cher, l'énergie verte par rapport à l'énergie grise qu'on achète sur les marchés, qui va nous coûter, selon, ça dépend des lots, ça dépend des sites, mais à minima sur de l'autoconsommation à 10%, on va aller chasser jusqu'à du 30% moins cher dès le départ, dès l'instant où on produit, dès on met en route la centrale. Et sur la réinjection sur le réseau, qu'on rachète à 100% aussi, avec des certificats, des vrais certificats garantis d'origine cette fois-ci, là c'est moins intéressant parce qu'effectivement on paye toutes les taxes, mais ça reste quand même intéressant dès le départ. On a des choses qui deviennent intéressantes. Et effectivement, la contrepartie qu'on doit prendre, c'est un engagement pour que le partenaire qui nous construit la centrale et qui va l'exploiter, il faut qu'il s'y retrouve aussi. Donc on s'engage sur 30 ans. Et ça, ce n'est pas un engagement qui est un petit engagement. Il est évidemment pris au plus haut niveau de la société, parce que personne aujourd'hui ne sait dire de façon absolument certaine où en seront nos sites dans 30 ans et ce qu'on va faire. Donc ça, c'est effectivement un élément majeur sur ce type de projet, et qu'il ne faut pas oublier. Pour qu'on arrive à créer le projet et qui fasse sens pour tout le monde. Alors j'entends les difficultés, je vais vous faire réagir sur ces questions également, mais parce que le temps passe vite, je voudrais aussi qu'on parle des aides qu'on peut recevoir pour mettre en place ces projets, parce qu'il en existe, il ne faut pas faire que peur aux gens. Il y a des coups de pouce qui sont possibles. Sur les difficultés rencontrées et comment on les surmonte, vos témoignages, messieurs, peut-être? Et sur les aides, peut-être aussi que vous avez reçues pour mettre en place tout ça? Les difficultés dans notre domaine d'activité, la première difficulté, elle est technique, technologique. On utilise des produits, on l'a dit tout à l'heure, pour lesquels les substitutions ne sont pas totalement évidentes aujourd'hui. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté. Deuxième, c'est la culture du changement. C'est la barrière sur le changement de culture. C'est une autre manière de concevoir nos moyens, c'est une autre manière de les exploiter. On parlait tout à l'heure de l'aspect générationnel. Nos anciens, c'est ceux qui ont le meilleur coup de main pour peindre un avion, mais les contraintes qu'on leur met, entre guillemets, aujourd'hui, elles sont différentes de celles qu'ils avaient il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc la culture du changement et d'arriver à convaincre qu'il faut travailler différemment parce que ça apporte des bénéfices à l'ensemble de la chaîne, c'est quand même un élément qui est essentiel. Comment on y arrive? On est dans une industrie et dans un domaine d'activité où la réglementation est quand même, entre guillemets, sévère. Donc la réglementation nous aide. Respecter la réglementation n'est pas une option. Donc de facto, une des aides, un des premiers leviers, si on veut rester certifié, si on ne veut pas avoir de problème avec les services de l'État, c'est de respecter la réglementation. C'est la première aide. Le deuxième, c'est qu'on peut convaincre aussi en disant que ça nous apporte des bénéfices qui nous donnent un avantage concurrentiel. On l'évoquait tout à l'heure, le fait d'avoir des moyens modernes, récents, écologiques, ça nous avantage par rapport à la concurrence, parce que ça nous apporte des bénéfices et de la compétitivité. Et puis après, c'est la démarche individuelle, citoyenne que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Je pense que quand on parle aujourd'hui d'écologie, de préservation de la planète, on a l'oreille attentive d'une très très grande majorité des équipes, qu'elles soient les blue collars, qu'elles soient les white collars ou qu'elles soient l'ensemble des autres fonctions support. Donc je crois que c'est un engagement individuel et collectif qui entraîne toute la chaîne et toute la dynamique derrière. Florent Brozac, sur les difficultés, pas insurmontables, puisque vous aussi vous vous êtes lancé dans cette démarche. Donc, des difficultés, on en trouve. Il y en a, on ne va pas leur mentir, il y en a. Il y en a, oui, il y en a. Et alors, ce qu'on se rend compte avec nos clients, c'est qu'il y a une première difficulté qui va être la compréhension. Alors, quand on parle d'impact environnemental d'une solution digitale, c'est arriver à la mesurer. Donc, oui. Donc c'est vrai qu'on travaille avec eux pour justement les aider à identifier et à mesurer. Donc, au travers d'analyses de cycle de vie, on propose des audits pour faire des analyses de cycle de vie. Première difficulté, ça n'a pas forcément été prévu dans les budgets de l'année chez nos clients, donc c'est des choses à préparer pour le futur. Néanmoins, il y a quand même des objectifs qui ont été définis par les directions de nos clients, des objectifs avec X réduction de CO2, de gaz à émission à effet de serre pour l'année. Donc je pense qu'il y a une structuration interne chez nos clients qui a besoin de s'opérer et avec les moyens nécessaires. Donc, et une organisation dont on parlait effectivement. Voilà, pour que ça se décline sur toute la chaîne finalement chez nos clients.
Et pour en arriver à ces mesures-là, effectivement, après, les difficultés que nous, on peut rencontrer, ça va être la disponibilité de données, enfin, arriver à mesurer concrètement. Il y a des choses qui sont difficilement mesurables, des choses qui se passent dans le cloud, on parle de plus en plus de cloud. Oui, fameux cloud. Le fameux cloud, on n'a pas la main directement, finalement, sur le matériel, donc on n'est pas en capacité de mesurer la consommation énergétique qu'il peut y avoir sur le serveur. En fait, les problématiques qu'il peut y avoir, ça va être ce manque de transparence, on va dire, sur les impacts environnementaux de toutes ces composantes des solutions. Donc c'est effectivement les serveurs, les machines qui sont utilisées. Donc ça peut nous demander du temps d'arriver à collecter ces informations-là. Et puis il faut que toutes les parties prenantes en fait jouent la transparence. Donc c'est à la fois toute la supply chain en fait. Et comme chacun, normalement, on est tous tenus de donner nos impacts environnementaux. Donc c'est vrai qu'on essaye, on a une approche qui est plutôt top-down. On regarde l'impact environnemental global et puis après, par règle de 3, on en déduit sur chaque élément. L'impact environnemental, mais c'est vrai que l'idéal c'est de partir plutôt du vrai impact environnemental du produit, soit du téléphone, du serveur ou autre. Donc, voilà. On a des difficultés parce qu'après c'est cette notion de mesure. Alors il y a des instituts de recherche qui travaillent avec des entreprises du privé aussi qui travaillent sur des modèles justement de calcul d'impact environnementaux. On travaille aussi sur ces sujets-là. On n'arrive pas à trouver les informations, donc on va aussi nous les recréer. Donc on travaille sur nos modèles aussi et puis on essaye d'agréger et de participer, de contribuer en tout cas à ce partage d'informations. Parce qu'à plus, on avancera beaucoup plus vite que si on bosse chacun dans son coin. Donc voilà, on essaye de partager un maximum d'informations, d'être transparent sur nos activités, sur notre approche, notre méthodologie, pour que tout le monde puisse en tirer bénéfice, quoi. Donc, alors, il nous reste peu de temps, mais quand même encore un petit peu. Donc, on peut peut-être parler des aides que l'on peut recevoir ou que vous avez, vous, reçues pour mettre en place vos différentes démarches. Il en existe, je pense. Est-ce que vous en avez bénéficié et comment on les sollicite? Est-ce que ça a été compliqué? Qui répond? Monsieur Mayer. Déjà, pour souligner l'effort remarquable qui a été engagé depuis 1 an pour soutenir la filière aéronautique. On a beaucoup souffert, comme 2-3 autres filières en France, et tous les dispositifs qui ont été activés par les services de l'État, que ce soit le ministère, la région, les métropoles, le GIFAS comme consolidateur, c'est remarquable. Globalement, la mise à disposition de ces aides et de ces fonds a permis et permet de soutenir la filière et permet de la préparer à redémarrer dès que le trafic va reprendre. Pour ce qui est des aides, nous de notre côté, côté Satis, on a plusieurs dossiers en cours avec plusieurs colorations. Une coloration sur une nouvelle usine de traitement de surface que l'on va construire l'année prochaine sur Marseille. D'accord. Traitement de surface, je l'ai évoqué tout à l'heure, toujours une connotation un petit peu sensible. Totalement digital, pour lesquels on a eu des aides de l'État, de la métropole et de la région. Donc, je veux dire, c'est un exemple assez remarquable de soutien à l'industrie française dans une région PACA qui souhaite aussi continuer à développer son industrie, en particulier son industrie aéronautique. Donc c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple plus sur l'aspect technologie, développer des briques technologiques avec l'aide du CORAC, oui. Sur la filière aéronautique. Et ça, de la même façon, sur ces projets-là, on a l'aide et on a le soutien pour développer ce projet à connotation technique et technologique. Donc ce sont 2 exemples de soutien très fort, globalement de toutes les strates, pas simplement de l'État, pour soutenir la filière, son développement et sa préparation à la reprise, parce que l'aéronautique n'en déplaise peut-être à certains à un avenir. Je pense que tout le monde rêve de revoler dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je pense que l'aéronautique continuera à faire rêver les enfants et ceux qui travaillent. Donc ce soutien remarquable, encore une fois, de toutes les strates de l'État est à souligner. Sur ces aides, qui veut rajouter quelque chose? C'est compliqué de les obtenir?
Ça dépend des projets, ça dépend des sujets. Il y en a qui sont très facilement, parce que c'est une aide, si on parle des certificats d'économie d'énergie, par exemple, les C2E, c'est très facile, franchement, et ça peut être utilisé sur beaucoup de projets. Nous, on l'a utilisé de façon récurrente sur plein de projets qui nous ont permis de lancer des projets qu'on n'aurait pas financés, parce que les temps de retour étaient trop longs. Et les C2E nous ont permis de financer plein de projets. Donc ça, c'est vraiment très facile. Après, il y a des aides qui peuvent être spécifiques à des projets donnés. Dans le cas du projet photovoltaïque, il y a 3 régions qui sont concernées pour Ariane Group. Je ne citerai pas la région qui ne nous accompagne pas encore, mais ça va arriver, elle va se reconnaître. Pour les 2 autres, voilà, on a des accords pour accompagner et aider au développement du projet. Donc après, voilà, c'est des dossiers à monter, si c'est des projets plus conséquents, qui sont à gérer avec chaque région, quoi. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à se dire. On arrive au terme de cette table ronde passionnante. Je vous aurais bien gardé encore quelques minutes, ou en tout cas, on n'a pas le temps. Donc on va s'arrêter là. Merci en tout cas à tous. Ce que je retiens, moi, c'est que oui, la transition écologique est un vecteur de compétitivité industrielle, que oui, c'est compliqué, mais qu'on peut y arriver, et surtout qu'on est aidé à tous les niveaux pour mener à bien ces démarches. Donc faites-le, on compte sur vous, et puis pourquoi pas, rendez-vous dans quelques temps pour faire le point sur l'avancée des travaux des uns et des autres. Merci à tous les 4, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une ultime table ronde à 14 h. Cette fois, nous nous intéresserons aux leviers pour faciliter l'achat public de solutions innovantes pour la ville durable et intelligente. Mais pour le moment, c'est l'heure de l'atelier de l'écosystème Excellence SUF Solutions pour l'usine du futur. À tout à l'heure.